je vais passer la parole à Olivier Lefebvre qui va terminer ce panel et puis on aura un temps pour une mise en débat et des questions. Donc Olivier est économiste. Il a un parcours très sérieux dans la finance puisqu'il a été le cofondateur de Euronext, de la Bourse de Bruxelles. Il a laissé la finance, il n'a pas laissé la finance et l'économie de côté, mais il a laissé la bourse de côté en 2007 pour devenir conseiller en stratégie, gouvernance et durabilité. Il est aussi le cofondateur de Permaproject, un projet qui vise à initier et soutenir des projets en permaculture et agroécologie. Voilà, et puis bien d'autres casquettes. Je te donne la parole, Olivier. Merci. Alors, on va un peu changer de casquette, effectivement, même si ça va recouper une série de choses qui ont été dites, mais en regardant avec les lunettes vraiment de l'économiste, et même prendre un peu de recul. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, faire la même chose en se privant d'un pesticide, ça crée de la résistance, ça va être compliqué, parce que malgré tous les inconvénients, les agriculteurs ont vu aussi l'utilité et l'efficacité. Donc, si on veut vraiment s'émanciper de ces pesticides, il faut pouvoir remettre les modèles productifs en cause, plus généralement, et pas simplement vouloir faire la même chose en se privant de ce type d'outils. Donc, ce que je vous propose de faire assez rapidement, parce que le temps passe, c'est de regarder d'un point de vue économique, et je vais utiliser un jargon d'économiste, je m'excuse, je vais peut-être choquer certains, quand je vais parler d'environnement, je vais parler de capital productif, alors les environnementalistes ne vont pas trop aimer ça, mais voilà, c'est mon jargon, c'est mon biais, mais en se rappelant d'abord l'origine et les impasses de l'agriculture industrielle, que je qualifie d'industrielle, de conventionnelle, il y a divers termes, et de voir aussi, à l'inverse, si les modèles alternatifs, de type agroécologique notamment, apportent aussi des réponses économiques et pas simplement environnementales, parce que souvent dans le débat, les deux sont en opposition, et je constate que pour réconcilier les deux, c'est généralement une question d'horizon temporel du regard que l'on porte là-dessus. Voilà, donc l'origine, vous la connaissez, hein, c'est la Révolution verte. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu appliquer le taylorisme qui avait super bien marché dans l'industrie pour faire des voitures, des frigos, etc., à l'agriculture. Et le taylorisme, c'est quoi? C'est une spécialisation des tâches, c'est de l'économie d'échelle, c'est de l'intensification en capital. Tout ça, on l'a appliqué avec un objectif très clair, qui était un objectif quantitatif, hein, à la sortie de la guerre. On n'était pas très préoccupé ni de nutrition, ni d'environnement à l'époque. Et en fait, ce modèle industriel, il a eu encore un coup d'accélérateur avec la réforme de la PAC, puisque lorsqu'on est passé d'une PAC qui soutenait les prix, avec les inconvénients qu'on connaît, on ne va pas y revenir, vers une PAC qui fait de l'aide directe, mais qui est biaisée, puisque cette aide directe, elle est principalement octroyée sur les surfaces. On aide aussi l'investissement, hein, on aide éventuellement même l'énergie. La seule chose qu'on taxe en agriculture, c'est le travail. Et donc, on a biaisé le modèle productif vers un modèle qui a maximisé la productivité apparente, je dis bien apparente, du travail. On va y revenir. Le problème, c'est que l'agriculture et l'industrie, ça ne fonctionne pas de la même manière. Il y a deux différences fondamentales. La première, c'est qu'on n'est pas hors sol. On est au contraire dans une activité qui a le plus grosse interface avec la nature. Et d'autre part, la structure économique des filières en agriculture est complètement différente de ce qu'on observe en industrie. Et en fait, est-ce que je voudrais développer un peu ces deux points, parce que ces éléments-là amènent, et on s'en est rendu compte progressivement, le modèle industriel a atteint ses objectifs en termes quantitatifs, hein, il faut bien le voir, mais progressivement sont apparus des inconvénients qui sont principalement des dégâts environnementaux, et comme je l'ai dit, c'est une destruction de capital productif, d'accord, on va y revenir. Et deuxièmement, cette structure particulière du secteur agroalimentaire est une machine à appauvrir les producteurs. Voilà, on va un petit peu détailler tout ça. Bon, je vous passe très rapidement les impasses environnementales, vous les connaissez bien. Je voudrais simplement quand même m'attarder sur deux choses. La première, c'est que quand on détruit, quand on érode la fertilité intrinsèque d'un sol, et on le sait, hein, les taux d'humus ont été largement érodés par des pratiques chimiques et de labour profond et la combinaison des deux. En fait, on transforme du capital productif en flux de revenus. Or, je ne sais pas qui a fait des cours de gestion dans la salle, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est une des premières choses qu'on apprend dans un cours de gestion, c'est que quand on puise dans un actif net pour faire un flux de revenus, c'est une recette de faillite, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un appauvrissement, et on ne le mesure pas, on le mesure
parfois on met des prix dessus, hein, les émissions carbone, là, on commence à avoir des prix selon les pratiques agricoles à l'hectare. Les taux d'humus, oui, une érosion de taux d'humus, on peut aussi le chiffrer en se disant ben, qu'est-ce qu'il faut remettre comme matière organique pour établir le... Donc, mais il y a des tas de choses qu'on mesure beaucoup moins bien, au niveau notamment de l'érosion de la biodiversité, etc. Je voudrais quand même mentionner ce chiffre parce qu'il y a eu un essai de chiffrage de ce qu'on appelle les services écosystémiques, les services que la nature nous offre sans nous envoyer de facture. Hein. Eh bien, on est à peu près à 240 milliards estimés en 2019 à l'échelle de l'Union européenne. Et pour donner un ordre de grandeur, 240 milliards, c'est la valeur ajoutée cumulée de l'agriculture et de l'activité forestière en Europe. Donc, c'est pas pocket money, comme on dit, c'est substantiel. Et donc, l'érosion de ce qui est capable de produire ces services écosystémiques, c'est clairement un appauvrissement. Donc, ça, c'est l'aspect environnemental, mais qui a des conséquences économiques tout à fait majeures. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir spécialisé l'agriculteur dans une fonction de production d'un bien intermédiaire industriel, ce qui est souvent le cas, que ce soit des céréales, que ce soit du lait, que ce soit de la viande, qui va être acheté, processé en aval, et de l'autre côté, de l'avoir mis aussi dans une fonction dans laquelle il est totalement dépendant de ses intrants, de ses outils, etc. Il se retrouve en fait, qu'il soit grand ou petit, c'est pour ça que j'ai mis des petits agriculteurs et des grands agriculteurs sur mon schéma, c'est une tête d'épingle par rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Donc, la conséquence de ça, elle est double. La première, c'est que, et ça a été dit à de nombreuses reprises, les agriculteurs n'ont aucun pouvoir de prix. Ce qu'on appelle le pricing power est inexistant. Ils subissent les prix, tant en amont, sur leurs factures, qu'en aval, sur leurs revenus. Moi, j'ai regardé un petit peu sur longue période comment évoluent les prix. Hein. Si on prend toute une série d'indicateurs, c'est le petit schéma qui est là, sur 3 décennies, eh bien, on a des prix d'intrants agricoles qui augmentent en moyenne de près de 3%, et des prix de produits agricoles qui, en moyenne, augmentent de moins de 1%. Donc, on voit bien l'effet de squeeze structurel sur la marge. Donc, l'appauvrissement des agriculteurs, il n'est pas conjoncturel, il est structurel. La deuxième conséquence, qui est au moins aussi interpellante, c'est que il y a des prix mondiaux qui fluctuent. Ça, c'est comme ça. Alors, il y a un peu de spéculation, on peut critiquer plein de choses, mais de toute façon, ça fluctuera toujours, ne fût-ce que pour des raisons d'aléas climatiques et de production. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à un modèle où on fait porter le risque de ces fluctuations de prix sur l'acteur qui est le moins équipé pour les gérer, qui est en fait le producteur? C'est pas, enfin, gérer des variations de prix pour une multinationale, c'est très facile. Il y a des marchés à terme, il y a toute une série d'outils qui existent. Le producteur, ça m'avait frappé pendant les manifestations l'année dernière. On voyait à la TV un agriculteur qui regardait la bourse de Chicago pour savoir quand il allait vendre son froment. C'est très bien qu'il le fasse, mais pourquoi est-ce qu'on force ce risque de prix alors que les agriculteurs ont déjà tous les autres risques de production, de météo, de tout ce qu'on veut? Ce risque de prix, ça n'a aucun sens de le mettre sur l'acteur le plus faible. Parce que la combinaison des deux, ça provoque ceci, c'est une disparition progressive de la population d'agriculteurs dans beaucoup de nos pays, avec des problèmes de succession qui sont aujourd'hui assez alarmants. Bon, ceci, c'est le résultat aussi, hein, c'est une courbe que vous connaissez bien, c'est la divergence entre l'évolution du revenu du travail en agriculture par rapport aux revenus comparables dans le reste de l'économie. J'ai rajouté en pointillé, parce que le graphique n'a pas été mis à jour sur les stats officiels, 2022-2023. Bon, 2022, il y a eu un pic avec la guerre en Ukraine, on sait, et on est retombé en 2023, mais tendanciellement, la réalité est celle-là. En fait, c'est le seul secteur que je connaisse où tous les gains de productivité physique qui ont résulté notamment d'une baisse de la population agricole, on a continué à produire autant avec moins de monde, en fait, tous ces gains ont été captés en amont et en aval, et n'ont pas profité en fait aux producteurs. Dans la valeur ajoutée qui est restée au niveau du producteur, on a une érosion, et au sein de cette valeur ajoutée, comme le modèle est plus capital intensif, forcément la rémunération du capital, l'amortissement, le coût du capital, etc., a mangé une part croissante. Et donc ça s'est traduit dans cette courbe rouge, qui est en fait la courbe d'appauvrissement des producteurs. Et donc, ces impasses économiques du modèle conventionnel, industriel, elles sont quand même très, très interpellantes.
destruction de l'actif productif, émissions de passifs, j'en ai pas parlé, on connaît tous les questions d'effet de serre, etc., et du poids de l'agriculture là-dedans. Et à l'autre bout de la chaîne, ça a été mentionné aussi par quelqu'un, je le rementionne quand même ici, parce que c'est des chiffres qui deviennent absolument hallucinants aussi en termes économiques, c'est le coût pour les systèmes de santé publique des systèmes alimentaires, en particulier de ce qu'on appelle le process et ultra-processed food. On est sur des ordres de grandeur qui deviennent très problématiques pour la France, qui n'est pas le plus... c'est pas là que la malbouffe est la plus répandue, mais même pour la France, on est à des coûts comparables à l'alcool et le tabac, mais avec un taux de croissance beaucoup plus rapide. Donc c'est un problème aussi majeur à ce niveau-là. Alors en quoi est-ce que l'approche agroécologique peut être une réponse? Je passe assez rapidement là-dessus. C'est évidemment très simplifié. L'agriculture conventionnelle qui utilise le sol comme un pur support et qui met plein d'intrants et qui essaie de maximiser le yield, l'output. L'agriculture biologique au sens certification du terme, qui est un peu minimaliste, même si elle évolue, il y a beaucoup de choses, ça a été dit et on va en reparler. C'est simplement en fait de se passer d'un certain nombre de ces intrants, mais on reste dans une logique économique en tout cas qui est relativement similaire. Et je crois que c'est un des problèmes de l'agriculture bio aujourd'hui, c'est qu'on a voulu faire la même chose avec d'autres outils. Donc on se retrouve avec des coûts qui sont plus élevés. On y reviendra après pourquoi est-ce que ces coûts sont plus élevés, mais des coûts qui sont plus élevés, une demande qui est plus faible, et donc on est un peu dans une difficulté de ce côté-là. Je crois que les approches agroécologiques, certains parlent d'agriculture régénérative. Je crois qu'en anglais, regenerative agriculture est plus proche de l'agroécologie que l'acception qu'on a en français d'ailleurs, mais qui considère le sol vraiment comme un écosystème. C'est la combinaison du non-labour, semi-direct, couverture permanente, etc. Il y a des gens infiniment plus compétents que moi dans la salle pour en parler. Est une logique, en fait, qui change. Si on va regarder la définition de l'agroécologie selon la FAO, il y a bien sûr ce changement de pratique agricole, avec ses rotations, avec ses sols couverts, etc. Mais il y a aussi des dimensions où on va plus vers des produits à valeur ajoutée. On essaye puisqu'on va diversifier aussi les productions, on essaye au niveau de l'exploitation ou avec des acteurs proches d'aller plus vers du circuit court, d'aller plus vers du produit à valeur ajoutée. Et ce n'est pas simplement un changement de technique agricole, c'est un changement de business model du monde agricole. Et d'un point de vue économique, l'agroécologie présente un certain nombre d'intérêts. D'abord, la marge brute de l'exploitation devrait augmenter d'une part par la réduction des factures, parce qu'il y a beaucoup moins d'intrants qui interviennent. Il y a moins de travail de sol, qui est assez coûteux aussi. On va plus vers du produit fini, ce qui veut dire qu'on recontrôle un peu plus sa chaîne de valeur par rapport à cette spécialisation dans laquelle l'agriculture conventionnelle a amené les agriculteurs. Et on se met à l'abri des risques de fluctuation de prix mondiaux. Il y a bien sûr un prix mondial pour le gaz naturel et donc pour l'azote de synthèse. Il n'y a pas de prix mondial pour l'azote atmosphérique. Il y a un coût, parce qu'il faut planter des légumineuses pour le fixer, mais c'est beaucoup moins fluctuant que le prix du gaz naturel. De la même manière, il y a un prix mondial du lait, il n'y a pas de prix mondial du yaourt, du beurre ou de la crème glacée. Le fait d'aller... Et même chose en céréales, si on peut recréer des filières qui capturent cette valeur ajoutée, on fait un coup double. À la fois, on augmente la marge, mais aussi on réduit l'exposition aux fluctuations de prix. Et enfin, on diversifie aussi les productions et donc les risques, et on préserve le capital productif plutôt que de l'éroder. Alors les défis, ça a été déjà mentionné, hein, les défis de la transition sont considérables. C'est une agriculture plus complexe à gérer, donc il y a un besoin d'accompagnement. Il y a un besoin de développer certaines filières qui le sont insuffisamment encore aujourd'hui, et il y a des coûts et des risques de la transition. Et pour moi, la politique agricole, notamment en région wallonne, devrait se concentrer sur ces trois éléments-là pour faciliter l'accompagnement. Après, on dira un mot quand même des changements de la politique agricole commune, parce que c'est un point clé. C'est pour moi le péché originel, si j'ose dire. Il y a plein d'études maintenant, et il commence à y en avoir de plus en plus. Ça, c'est une synthèse d'études qui a été publiée en 2019 sur les avantages économiques d'un passage vers des pratiques agroécologiques.
ce que je viens d'expliquer, c'est un peu la théorie, mais on commence à avoir pas mal de résultats empiriques qui montrent que on réconcilie en fait la meilleure relation à l'environnement avec des pratiques agroécologiques et une reconstitution de valeur pour les revenus des agriculteurs. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très interpellant. Ça, c'est une étude plus récente qui a été faite l'année dernière, qui montre aussi que très majoritairement, on a des progrès. Le petit bémol de cette étude-là, c'est qu'elle couvre essentiellement des publications qui ont été faites sur des pays non européens, donc on pourrait la remettre en cause, mais voilà. Je suis aussi sous une autre casquette, administrateur de Terre Vivante, qui est une des ASBL qui accompagne des fermes, une soixantaine, septantaine de fermes maintenant, dans un cheminement vers de l'agroécologie. Et on mesure avec les différents pôles de la mesure Oasis les progrès qui sont faits sur le plan environnemental, sur le plan d'une série de choses, et notamment sur le plan économique. Alors on n'a pas assez de recul aujourd'hui, puisque ça fait que 2 ans qu'on commence à collecter des données, mais on voit des choses encourageantes, c'est-à-dire qu'on voit que quand on progresse, notamment sur l'axe environnemental, on a aussi tendance à progresser sur l'axe des résultats économiques. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette confrontation un peu bête et méchante entre ces deux dimensions. Il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite, je trouve, sur l'Allemagne, par le Boston Consulting Group. Ce ne sont pas des écolos de gauche, hein, donc ce sont des gens qui ont... Et j'invite vraiment les responsables politiques à regarder cette étude parce qu'elle est très, très documentée sur l'intérêt d'une évolution du modèle agricole, notamment sur les aspects de rentabilité de l'ensemble de la filière et notamment des producteurs. Et alors ceci, je voulais quand même terminer par un petit coup de projecteur sur ce qu'on fait chez Permaprojects, parce que c'est aussi matière à interpeller. Hein. Ici, j'ai repris les chiffres 2023. Donc, à gauche, vous avez l'agriculteur wallon moyen. Alors, on sait qu'il n'existe pas, l'agriculteur wallon moyen, puisqu'on est une population extrêmement diversifiée. Mais c'est les stats officiels de la région wallonne. Et vous avez donc le revenu qui flirte, c'est celui qu'on retrouvait sur la courbe là, tendancielle, hein, ce qui flirte avec les 33 000 euros. Et vous avez le subside moyen par unité de travail en Wallonie qui est de l'ordre de 20 000 euros. Et donc la capacité de générer du revenu hors subside de l'agriculteur moyen en Wallonie est de 12 643 euros en 2023. Ce qui est évidemment très en dessous du seuil de viabilité. J'ai mis à côté, non sans une certaine fierté, la rémunération des maraîchers qui sont dans nos projets de Permaprojects, qui est du maraîchage sur sol vivant, maraîchage diversifié, sans pesticides, sans aucun intrant chimique. Et là, on a un revenu qui est un peu plus bas, qui est un peu en dessous de 30 000 euros par an, mais avec un subside, malgré le fameux subside accordé au maraîchage petite surface à partir de l'année dernière, hein, sur lequel on a fait beaucoup de bruit, mais qui ne représente quand même par équivalent temps plein qu'un peu moins de 1 500 euros, eh bien, la capacité de dégager un revenu sur cette activité est plus du double que l'agriculteur moyen. Voilà, je dis ça simplement parce que c'est des matières à réflexion. Quand alors c'est un focus particulier, c'est un sous-secteur, bien sûr, il ne faut pas généraliser ça, mais de manière générale, je pense que ça mérite en tout cas d'être des sources d'interpellation. Donc ça, on avait skippé. Je ne vais pas y revenir. Mais donc, c'est encore l'ancienne version, je crois qu'il est dessus. Mais donc, voilà, je voudrais quand même terminer en disant un mot de la politique agricole commune, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je suis assez sensible à l'argument pollueur-payeur, hein, c'est d'ailleurs un principe qui est dans les textes européens aussi, mais commençons par nous attaquer aussi aux problèmes de base. Aujourd'hui, on utilise 60 milliards par an de l'argent du contribuable européen pour financer l'agriculture. Il faut sans doute financer l'agriculture, mais je pense qu'il s'appliquerait à d'autres principes que pollueur-payeur, qui est l'argent public pour du bien public, c'est-à-dire l'argent du contribuable doit nous aider à créer du bien public. Si ces 60 milliards visés étaient conditionnés par des pratiques responsables sur le plan environnemental,
le produit bio, il ne coûterait pas plus cher que le produit non bio. Aujourd'hui, on a une différence de prix dans les magasins parce qu'il y a une différence de coût de production au départ, et puis avec les marges qui se cumulent dans la distribution et la transformation, on arrive à des prix qui... Mais pourquoi est-ce que c'est le consommateur qui doit payer plus cher dans un produit bio? C'est pas lui qui en profite, ou marginalement, c'est la société, c'est le commun, c'est l'environnement, c'est les nappes phréatiques, c'est le sol. Donc, ce surcoût, pourquoi est-ce qu'on le fait payer par le consommateur qui est un peu plus militant, qui a un peu plus de moyens que les autres et qui peut se le payer? Non, c'est ça que l'argent du contribuable doit payer. C'est cette différence de manière à ce que le produit agroécologique soit pas plus cher, soit même peut-être moins cher, in fine, dans les étals, et c'est donc socialement beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce que l'agriculteur qui fait cet effort pour maintenir sa terre, qui maintenir les eaux, c'est un vrai travail. Il ne peut pas toujours le monétiser. Par contre, c'est un travail qui bénéficie essentiellement à la collectivité et qui donc doit être financé, je pense, par l'argent du contribuable. Et donc, je crois qu'un shifter l'essentiel des budgets de la PAC, qui c'est quand même beaucoup d'argent, d'un subside qui reste quand même principalement un subside à la surface, et ce type de choses qui biaise le modèle dans une direction qui est assez perverse, réorienter ça, et on peut en discuter après selon les modalités, mais on pourrait imaginer une formule qui combine les surfaces et la valeur ajoutée à la surface, avec un système de bonus-malus, comme ça combine aussi le malus, les pratiques défavorables, et un système de bonus quand on combine du non-labour, de la certification bio, des pratiques agroécologiques, des sols couverts, etc. Des choses relativement faciles d'ailleurs à contrôler et qui permettraient de moduler, je dirais, les subsides directement en fonction de ces pratiques acceptables. Voilà.